La pluie tombait à verse sur Manhattan, transformant les rues en miroirs lumineux de néon. Un vent froid serpentait entre les gratte-ciels, emportant l'odeur âcre du café brûlé d'un food truck voisin. Julian Cross, trempé dans son costume Armani, traversait d'un pas vif le parking souterrain de l'immeuble Cross & Barrett. L'ordinateur de bord Philippe à son poignet indiquait 22h47. Encore une longue journée, des réunions privées, des contrats à plusieurs millions de dollars et des poignées de main glaciales. Mais ce soir, tout ce qu'il désirait, c'était rentrer chez lui, siroter un verre de scotch et oublier l'existence du monde. Le garage était vide, réservé à l'écho de la pluie venant de la rampe de sortie. Sa Bentley Continental était garée dans le coin le plus éloigné, scintillant sous les néons. Il appuya sur le porte-clés et les phares de la voiture s'allumèrent. Mais au moment où sa main toucha la poignée de porte, une voix aiguë retentit dans l'ombre. « Ne montez pas !» Julian sursauta et se retourna. Une petite silhouette se tenait à quelques mètres de là, vêtue d'une veste de concierge bleue. Son visage était masqué par une casquette de baseball, mais ses yeux brillaient comme si elle venait de voir un fantôme. À la main, elle serrait un balai comme une arme. « Quoi ?» Julian fronça les sourcils, l'agacement perçant dans sa voix. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui crie dessus, surtout pas de la part d'un concierge. « Les freins » dit-elle d'une voix tremblante, mais ferme. Elle désigna le sol en béton où une traînée de liquide scintillant serpentait depuis la roue avant de la Bentley. Quelqu'un a sectionné les conduites de frein. Si tu conduis, tu vas mourir. Julian cligna des yeux. Son cerveau, habituellement programmé pour décortiquer des contrats juridiques complexes, se vida. Il se pencha et examina le liquide. Cela ne ressemblait pas à de l'huile moteur standard. C'était fluide, clair et dégageait une forte odeur chimique. Son rythme cardiaque s'accéléra. « Qui êtes-vous » demanda-t-il en se redressant, essayant de garder son sang-froid. « Comment savez-vous cela » Mais elle ne répondit pas. Elle recula, les yeux encore lasses. « Appelez un mécanicien. Vérifie la voiture. Ne la conduis pas. » Puis, tel un fantôme, elle se retourna et se dirigea rapidement vers l'escalier de secours. Son âme en caoutchouc grinça contre le sol mouillé. « Et, attends !» lui cria Julian, mais elle avait déjà disparu derrière la porte métallique. Elle claqua, le laissant seul avec la pluie et les battements de sa poitrine. Il sortit son téléphone et appela le service de maintenance. « J'ai besoin d'un technicien au garage immédiatement, » dit-il froidement. « J'ai un problème avec ma voiture. » 15 minutes plus tard, un technicien nommé Mike, vêtu d'un gilet réfléchissant, s'accroupit à côté de la Bentley. Une lampe torche éclairait sous le châssis. « Seigneur » marmonna Mike en secouant la tête. Les conduites de frein ont été sectionnées. Tranchées nettes comme un scalpel. Si vous aviez pris la 57e, cette voiture aurait foncé droit dans la circulation. Julian eut un frisson dans le dos. Il n'était pas paranoïaque, mais ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait voulu sa mort. Et sans cette femme, il serait monté dans cette voiture, aurait accéléré et aurait peut-être fini aux urgences, voire pire. « Comment s'appelle-t-elle » demanda Julian en se tournant vers le gardien du garage, un homme âgé nommé S, qui se tenait à proximité. « Qui » S fronça les sourcils. « La femme, la concierge. Elle était juste là. Elle a crié pour me prévenir. » S haussa les épaules. « Probablement Olivia. Olivia Reed. Elle travaille de nuit. Elle ne parle pas beaucoup. Un peu bizarre, à mon avis. Olivia Reed. » Julian répéta le nom dans sa tête comme si c'était la pièce manquante d'un puzzle qu'il n'avait pas encore commencé. Il regarda la Bentley, la traînée d'huile, la porte de la cage d'escalier derrière laquelle elle avait disparu. En tant qu'avocat, il savait que les gens n'agissaient pas sans motif. Que savait-elle? Et pourquoi l'avait-elle sauvée? La pluie continuait de tomber, mais Julian sentait maintenant qu'elle ne faisait pas que tremper son costume. Elle lui arrachait quelque chose de plus profond. L'armure qu'il s'était construite pendant des années, l'illusion de l'invincibilité. Vous regardez Histoire d'âme où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de participer à notre aventure. Restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Mardi matin, le bureau de Cross et Barrett, au 47e étage du One Penn Center, était baigné d'un soleil doré. Les parois vitrées reflétaient la skyline de Manhattan,
mais Julian Cross n'avait aucune envie de la vue. Il était assis derrière son bureau en noyer, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable où le rapport du technicien sur la Bentley restait ouvert. Coupé intentionnellement, pouvait-on lire, pas par accident. Le phrasé clinique lui transperçait l'esprit comme une lame. Julian sirotait une gorgée de sa tasse en porcelaine remplie du coûteux café Blue Mountain que son assistante Claire avait toujours sous la main. Mais aujourd'hui, il avait un goût d'eau. La femme nommée Olivia Reed, la concierge qui lui avait sauvé la vie, le hantait toujours. Il avait demandé à S, l'agent de sécurité du garage, de vérifier les horaires de travail. Olivia travaillait de nuit les lundis, mercredis et vendredis. Aujourd'hui, elle ne serait pas là et personne ne savait où elle habitait. Il repoussa sa chaise, se leva et se dirigea vers la fenêtre. En contrebas, la circulation sur la 7e avenue était plus encombrée que jamais, les klaxons retentissant par intermittence. Qui voulait sa mort? Et pourquoi Olivia, une inconnue, prendrait-elle le risque de se mettre en danger pour le prévenir? La question tournait dans son esprit comme une affaire non résolue. Le téléphone sonna, le tirant de ses pensées. Le visage de Claire apparut à l'écran. Monsieur Cross. Le juge Waller venait d'envoyer une notification, une nouvelle action collective contre Eosinte. Le tribunal demande l'intégralité des documents du procès de 2020 d'ici vendredi. Julian fronça les sourcils. Et Coint. Ce nom réveilla un vague souvenir. En 2020, Cross et Barrett avaient représenté le géant de la chimie dans un recours collectif à Millbridge, une ville industrielle à 2 heures de New York. Des familles accusaient Eosinte d'avoir déversé des déchets toxiques, provoquant des cancers chez des dizaines d'habitants. L'affaire s'était rapidement conclue par un jugement en faveur d'Eosinte. Julian n'avait agi qu'en tant que conseiller, laissant David Harper, son partenaire de longue date, mener l'affaire, et maintenant elle était rouverte. Sur quel motif la rouvrit-il? Demanda Julian d'une voix calme mais tranchante. Emma Tate, une fillette de 7 ans de Millbridge, est décédée d'une leucémie le mois dernier. Sa famille affirme détenir de nouvelles preuves que l'éosine a supprimé les données de toxicité. Ils ont engagé une équipe d'aide juridique pour rouvrir le procès. Aide juridique? Ces mots ont fait réfléchir Julian. Il est retourné à son bureau, a ouvert son ordinateur portable et a tapé « Olivia Reed » dans le système interne du cabinet. Aucun résultat. Il a essayé Google, ajoutant « aide juridique » et « Eosinte » à sa recherche. Un article de presse daté de 2020 est apparu. Le titre lui a fait froid dans le dos. Une avocate de l'aide juridique condamnée pour fabrication de preuves dans le procès relatif à l'Eosinte. Il a cliqué sur l'article. Olivia Reed, 29 ans, autrefois étoile montante de l'aide juridique, avait représenté les familles de Millbridge. Elle était accusée d'avoir soumis un rapport scientifique falsifié qui discréditait les plaignants. Le tribunal l'a condamnée à 18 mois de prison et son permis d'exercer a été révoqué. L'article comportait une photo granuleuse. Olivia, les cheveux tirés en arrière, le regard féroce mais douloureux, on le conduisit hors de la salle d'audience. Julian sentit son estomac se serrer. La femme qu'il avait sauvée la nuit dernière n'était pas seulement une concierge. Elle avait été avocate, s'était opposée à Cross et Barrett, à David Harper, et elle avait tout perdu dans cette affaire qui reprenait vie. Il se leva, attrapa son manteau et cria, « Claire, retrouve David Harper. J'ai besoin de le voir tout de suite. » David Harper était assis dans la salle de conférence. Son costume gris sur mesure lui allait à ravir. À 52 ans, il avait encore le charme d'un avocat de renom, ses cheveux poivre et sel, son sourire assuré et son regard acéré comme l'acier. Mais ce jour-là, Julian remarqua quelque chose d'anormal. David tapait du doigt sur la table, un tic inhabituel pour un homme qui contrôlait habituellement chaque détail. L'affaire Eosinte est rouverte, dit Julian en s'asseyant en face de lui. Pourquoi le tribunal demande-t-il les anciens dossiers? Et pourquoi n'ai-je pas été informé plus tôt? David haussa les épaules, la voix calme. Ce ne sont que des pauvres gens de Millbridge qui déterrent une vieille affaire. Ils n'ont rien de nouveau, Julian. Un enfant est mort. Ils cherchent un coupable. Nous avons gagné en 2020 et nous gagnerons encore. Mais le rapport scientifique de cette affaire, dit Julian en le regardant dans les yeux. Celui qu'Olivia Reed a soumis. Elle a été condamnée pour l'avoir falsifié. S'il y a de nouvelles preuves, toute l'affaire pourrait basculer. Le doigt de David s'arrêta. Pendant une fraction de seconde, ses yeux brillèrent, non pas de peur, mais de prudence.
Olivia Reed était une jeune avocate naïve et trop ambitieuse. Elle l'avait cherché. Inutile de creuser là-dedans, Julian. Concentre-toi sur le nouveau costume. Julian hocha la tête, mais dans son esprit, un déclic se fit. David en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Et Olivia Reed, où qu'elle passe la serpillière dans cette ville, pourrait bien être la clé pour découvrir ce qui s'était réellement passé. Pas seulement avec Echo Sainte, mais avec le liquide de frein sous sa Bentley. Après le départ de David, Julian ouvrit son ordinateur portable et chercha le numéro du projet Innocence. Si Olivia avait été condamnée à tort, il avait besoin de connaître la vérité. Non seulement parce qu'elle l'avait sauvé, mais parce qu'il commençait à soupçonner que la justice, celle-là même qu'il se vantait de défendre, avait été corrompue au sein même de son cabinet. Les néons du bureau de Cross et Barrett clignotaient au-dessus des imposantes piles de dossiers sur le bureau de Julian Cross. Il était presque 23 heures et Manhattan, au-delà de la fenêtre, était plongé dans l'obscurité, son horizon scintillant comme des étoiles. Julian, les manches retroussées et les yeux injectés de sang après des heures passées devant un écran, feuilletait page après page le procès OS de 2020. Il ne ressemblait plus à l'avocat milliardaire raffiné du matin. C'était un homme en quête de vérité, et cette vérité, il le savait, était toujours enfouie dans les moindres détails. Claire, son assistante, avait transmis l'intégralité des archives électroniques de l'ancienne affaire via le serveur interne du cabinet. Des centaines de documents, de mets et de rapports scientifiques étaient stockés sur un disque dur crypté. Julian commença par le rapport qu'Olivia Reed avait soumis, celui-là même qui avait conduit à sa condamnation pour falsification de preuves. Il s'agissait d'une étude de 47 pages affirmant que les déchets d'Ecoin contenaient de la dioxine, un cancérigène connu, à des concentrations 10 fois supérieures au seuil de sécurité légale. Le tribunal avait jugé qu'il s'agissait d'un faux. Mais lorsque Julian ouvrit le PDF, quelque chose ne sembla pas clair. Il cliqua sur les propriétés du fichier. Les métadonnées masquaient les données qui enregistraient les eurodatages et les emplacements, indiquant que le rapport avait été modifié pour la dernière fois en mars. Le 14 janvier 2020, 3 jours seulement avant qu'Olivia ne le soumette au tribunal. Mais l'adresse IP de cette dernière modification ne provenait pas du bureau d'aide juridique de Brooklyn où Olivia avait travaillé. Elle provenait d'un serveur de Jersey City. Julian fronça les sourcils et ouvrit un outil d'analyse qu'il avait utilisé dans des affaires de fraude financière. L'adresse IP remontait à une entreprise technologique discrète, Triton Solutions, installée dans un immeuble de bureaux délabré de Jersey City. Triton Solutions. Le nom lui disait quelque chose. Julian creusa plus profondément et ouvrit un autre fichier, une liste de sous-traitants ayant collaboré avec Eosin pendant le procès. Triton figurait sur la liste, engagé pour des prestations de conseil technique pendant la procédure de 2020. Mais ce qui fit bondir son cœur, ce fut une autre découverte. Triton avait reçu un virement de 250 000 $ d'une société offshore des îles Caïmans, une semaine seulement après la condamnation d'Olivia. Cette société offshore, selon les documents financiers auxquels Julian avait eu accès, était liée à un compte bancaire dans le Connecticut, un compte enregistré au nom de l'ex-femme de David Harper. Julian s'effondra dans une chaise, le souffle court. David, l'homme au sourire parfait, toujours maître de lui, toujours gagnant. Avait-il engagé des pirates informatiques via Triton pour falsifier le rapport, piégeant Olivia pour assurer la victoire des Ozins? Et si oui, pourquoi maintenant, alors que l'affaire était rouverte, quelqu'un voudrait-il sa mort, lui, Julian? Il pensa au liquide de frein sous sa Bentley. Le technicien avait confirmé qu'il avait été coupé avec une lame de précision, et non par accident. Julian ne croyait pas aux coïncidences. Il était le seul chez Cross et Barrett à avoir un accès complet aux anciens dossiers des Ozins, y compris les documents d'offre-corps que David avait autrefois insisté pour qu'ils soient tenus à l'écart du système. Si David avait orchestré la chute d'Olivia, il avait maintenant toutes les raisons de craindre que Julian ne découvre la vérité. Julian prit son téléphone et envoya un SMS à Claire. Retrouvez tout sur Triton Solutions Jersey City aussi détaillé que possible. Besoin d'informations avant 8 heures. Puis il ouvrit sa messagerie et commença à rédiger un message à l'intention du projet Innocence, une organisation qui défendait les personnes injustement condamnées. J'ai besoin d'informations sur la carrière d'Olivia Reed en 2020. Affaire. Il pourrait y avoir de nouvelles preuves. Il hésita, puis appuya sur « Envoyer ». Si Olivia avait été piégée, il ne lui devait pas seulement des excuses, il lui devait justice. Le lendemain matin, Julian entra dans la salle de conférence Cross et Barrett tandis que David Harper présentait une stratégie pour le nouveau procès Eosin.
Autour de la table, de jeunes avocats ambitieux et des avocats chevronnés hochaient la tête au rythme des diapositives PowerPoint impeccables de David. Mais Julien n'écoutait pas. Il observait David ajuster sa cravate, éviter son regard chaque fois que l'affaire de 2020 était évoquée. Nous insisterons sur le fait qu'Eosin a respecté toutes les réglementations environnementales, dit David d'une voix doucereuse, comme un homme récitant un texte bien rodé. Ce procès n'est qu'une tentative désespérée d'une communauté en difficulté qui cherche à s'enrichir. Julien se pencha en avant. Et le rapport de 2020, celui qu'Olivia Reed a soumis? S'il y a des preuves qu'il a été falsifié, cela change tout. Le silence retomba dans la salle. David se retourna lentement. Son sourire s'estompa. Que suggérez-vous, Julien? Le tribunal a déjà statué. Olivia Reed était une menteuse et elle en a payé le prix. Mais si elle ne mentait pas, demanda Julien d'une voix calme mais tranchante comme un rasoir. Et si quelqu'un d'autre avait corrigé le rapport pour la piéger? David eut un petit rire sec, mais Julien remarqua la force avec laquelle il serrait son stylo. Tu as regardé trop de drames judiciaires, Julien. Concentre-toi sur l'affaire en cours. Eosin nous paie des millions pour gagner. Julien hocha la tête, mais un plan commençait déjà à se dessiner dans son esprit. Il devait retrouver Olivia Reed, non seulement pour la remercier de lui avoir sauvé la vie, mais pour confirmer ce qu'il soupçonnait maintenant. Si David avait orchestré sa chute, et s'il était prêt à couper les lignes de rupture pour protéger ses secrets, alors Julien ne se battait plus seulement pour la justice. Il se battait pour survivre. Quittant le bureau, Julien descendit la 7e avenue où des vendeurs ambulants vendaient des hot-dogs et de la limonade. Les gaz d'échappement et les klaxons le ramenèrent à l'essentiel. Il s'arrêta devant un petit café, un endroit où Sal avait mentionné qu'Olivia s'arrêtait souvent après ses gardes de nuit. Il ne savait pas à quoi elle ressemblait, mais quelque chose lui disait qu'il la reconnaîtrait. Il entra et regarda autour de lui. Le café était presque vide, une seule employée essuyant les tables. Mais dans un coin, une petite femme vêtue d'un sweat à capuche gris était assise, lisant un livre. Ses cheveux étaient attachés et son regard perçant, prudent, indiqua instantanément à Julien. C'était elle, Olivia Reed. Olivia, dit-il en s'approchant. Elle leva les yeux, l'air glacial. Il faut qu'on parle, dit Julien. D'Eosin et de ce qui t'est arrivé. Elle ferma son livre sans un mot. Mais Julien savait qu'à partir de cet instant, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Le café de la 7e avenue embaumait le parfum réconfortant des châtaignes grillées et du pain grillé. Mais l'air entre Julien Cross et Olivia Reed était plus froid qu'une salle d'audience. Olivia était assise en face de lui, les mains jointes sur un exemplaire de poche de Just Merci de Brian Stevenson. Son regard était perçant, mais Julien y reconnut une blessure cachée, une blessure qu'aucune décision de justice ne pourrait guérir. Il lui glissa un cappuccino, mais elle n'y toucha pas. Tu m'as sauvé la vie, commença Julien d'une voix basse, mais sincère. Et je crois savoir pourquoi tu as tout perdu. Olivia haussa un sourcil, mais garda le silence, l'observant comme un avocat examinant un conseil adverse. Julien fouilla dans sa serviette en cuir et posa un fin dossier sur la table. Voici les métadonnées du rapport scientifique que vous avez soumis dans l'affaire Eosin de 2020. Elles ont été éditées depuis un serveur de Jersey City, et non du bureau de l'aide juridique. Ce serveur appartient à Triton Solutions, une société payée via un compte offshore lié à l'ex-femme de David Harper. Elle cligna des yeux pour la première fois, un éclair de surprise, puis sa mâchoire se serra, sa voix glaciale. Vous pensez que je n'ai pas essayé de prouver mon innocence? J'ai fait appel, engagé des experts en informatique, et même supplié le projet Innocence. Mais personne n'écoute un avocat fauché qui se bat contre Cross et Barrett. Alors pourquoi êtes-vous ici, Cross? Pour alléger votre culpabilité? Julien tressaillit comme s'il avait été giflé. Il baissa les yeux, inspira profondément. Je ne connaissais pas toute la vérité à l'époque. Je n'étais qu'un conseiller, pas directement impliqué dans l'affaire Eosin. Mais maintenant, je sais que vous avez été victime d'un coup monté, et je veux réparer les dégâts. Réparer les dégâts? Olivia laissa échapper un rire amer, tranchant comme du verre brisé. J'ai perdu ma réputation, ma liberté, ma carrière. Je voulais être procureur, Cross. Maintenant, je nettoie les sols de ton immeuble pendant que des avocats comme toi plaisantent sur des procès à plusieurs millions de dollars. Comment arranger ça? Avec un chèque? Julien ne répondit pas immédiatement. Il la regarda,
la femme qui autrefois se tenait au tribunal avec une conviction farouche, maintenant vêtue d'un vieux sweat à capuche pour cacher son passé. « Je ne peux pas te rendre les années que tu as perdues, dit-il. Mais je peux t'aider à obtenir justice, et j'ai besoin de ton aide. » Elle plissa les yeux. « T'aider pourquoi ? » « L'affaire Stonewall, dit Julian en baissant la voix. Une aciérie du Queens. Ils sont poursuivis pour exploitation de travailleurs immigrés et dissimulation d'accidents du travail. Je mène l'affaire, mais j'ai besoin d'un conseiller hors du commun. Quelqu'un qui comprenne la loi et les gens que le système oublie. Quelqu'un comme toi. Elle le dévisagea, son regard oscillant entre suspicion et curiosité. Pourquoi devrais-je te faire confiance ? Ta Cross et Barrett. Tu représentes des types comme Stonewall, comme Eosint. Parce que je ne sais même plus qui je représente, admit Julian. Et parce que si David Harper t'a piégé, il pourrait aussi être derrière l'incident de la ligne de rupture. Nous avons un ennemi commun, Olivia. Elle resta silencieuse un instant, effleurant la couverture du livre du bout des doigts. Puis elle se leva et prit le dossier qu'il lui avait donné. Je vais le lire. Mais ne t'attends pas à un pardon. Je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour des gens comme ces employés de Stonewall, ceux que personne n'écoute. Julian hocha la tête, comme s'il venait de passer le premier tour d'un procès. Appelle-moi quand tu seras prêt. Mon numéro est dans le dossier. Elle ne répondit pas. Elle se retourna et sortit du café. Par la fenêtre, Julian la regarda disparaître dans la foule du trottoir. Petite mais provocante comme une flamme qui refuse de s'éteindre. 2 jours plus tard, Olivia apparut dans son bureau improvisé au 30e étage, une pièce qu'il utilisait pour les affaires qui ne passaient pas par les voies officielles du cabinet. Elle portait un simple manteau de laine, mais son regard était perçant comme celui d'un avocat entrant au tribunal. « Je le ferai, » dit-elle en posant le dossier Stonewall sur son dossier. Bureau. Mais à 2 conditions, je reste anonyme et vous ne le direz à personne, pas même à David Harper. D'accord, répondit Julian sans hésiter. Il lui glissa un dossier. Il s'agit du rapport interne de Stonewall. Ils ont signalé 5 accidents du travail l'année dernière, mais je soupçonne que le nombre réel est bien plus élevé. Olivia ouvrit le dossier et le parcourut avec une rapidité qui stupéfia Julian. En 10 minutes, elle identifia 3 anomalies. Tous les rapports d'accidents avaient été rédigés par le même responsable. Les horodatages étaient étrangement uniformes, et aucun ne comportait de témoignages d'employés. Ils étouffent l'affaire, dit-elle fermement. Demandez les registres de car à l'usine. S'il y avait des équipes de nuit qui ne signalaient pas de blessures, c'est laquelle les enterrait. Julian cligna des yeux, incapable de cacher son admiration. Tu travailles plus vite que n'importe quel associé que j'ai jamais eu. J'étais avocate, dit Olivia d'une voix teintée d'amertume. Et je n'ai pas de temps à perdre. À la fin de la journée, Julian était assis seul dans son bureau, lisant un email de Claire. Triton Solutions avait fermé ses portes en 2021, mais elle avait retrouvé un ancien employé, un hacker freelance nommé Marcus Lee, qui vivait actuellement à Brooklyn. Julian envoya un SMS à Marcus pour demander un rendez-vous. Si Marcus avait eu connaissance du rapport des coins altérés, cela pourrait être la preuve dont il avait besoin contre David. Mais alors qu'il éteignait son ordinateur portable, une pensée glaçante le frappa. Si David avait été prêt à détruire Olivia, lui avait même tranché la tête, alors Olivia, qui s'efforçait maintenant de révéler la vérité, pourrait être la prochaine. Il prit son téléphone et lui envoya un SMS, « Sois prudente. Ne sors pas seule la nuit. » Le message fut envoyé, mais aucune réponse ne vint. Julian fixait les lumières de Manhattan. Quelque part dans cette ville, Olivia Reed affrontait les ombres de son passé. Et il savait que s'il voulait la protéger, il devrait semer David Harper et le système qu'il avait autrefois écrasé. Vous suivez toujours l'histoire ? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à rentrer chez vous, là où chaque histoire touchante commence par la vérité, l'espoir et le cœur. Le bureau improvisé au 30e étage de Cross & Barrett ressemblait plus à un bunker qu'à un cabinet d'avocats. Des piles de documents encombraient le vieux bureau en bois. Un tableau blanc était rempli de notes griffonnées. Et une machine à café cliquetante ronronnait dans un coin. Julian Cross, les manches retroussées de sa chemise bleue, se tenait devant le tableau, établissant les liens dans l'affaire Stonewall. Mais son esprit n'était pas entièrement concentré sur la pièce. Il ne cessait de jeter des coups d'œil à Olivia Reed, assise au bord du bureau, les yeux rivés sur une épaisse pile de dossiers. Vêtue d'une tenue simple.
Vêtue d'un pull noir, les cheveux attachés en arrière, Olivia feuilletait les pages à la vitesse de l'éclair, ses annotations à l'encre rouge précises et méthodiques. Julien avait moins l'impression d'observer un concierge que d'assister à une audience d'un avocat de renom. Ils travaillaient ensemble depuis 3 jours, et Julien était toujours émerveillé par son talent. Olivia analysait les rapports financiers de Stonewall plus vite que n'importe quel associé qu'il ait jamais connu, repérant rapidement des paiements irréguliers dissimulant des pots de vin pour les travailleurs blessés. Pas plus tard que la veille, elle avait récupéré un courriel interne supprimé dans lequel le directeur de l'usine reconnaissait avoir été au courant des accidents du travail, mais avait reçu l'ordre de les gérer discrètement. Elle avait réussi à restaurer le message à partir d'un fichier de sauvegarde que l'équipe informatique de l'entreprise avait manqué. J'ai appris quelques trucs en prison, avait-elle dit avec un sarcasme ironique, comme ne plus jamais faire confiance au système. Aujourd'hui, Olivia se concentrait sur le tableau des effectifs. Elle avait entouré le nom de Javier Moral, un soudeur guatémaltèque grièvement blessé lors de l'explosion d'une machine l'année dernière. Le procès-verbal officiel affirmait que la blessure était due à une négligence personnelle. Mais Olivia. Elle n'y croyait pas, regardez ça, dit-elle en glissant le document vers Julien. Moral avait des brûlures de tiers, mais Stonewall ne lui avait versé que $5 000 d'indemnité. Une entreprise de sa taille ne sous-estime pas les gens à ce point, à moins de vouloir le faire taire. Julien hocha la tête, prenant des notes. Nous avons besoin du témoignage de Moral. S'il confirme qu'ils l'ont forcé à signer un accord de confidentialité, nous pourrons pousser le tribunal à élargir l'enquête. Olivia hocha la tête, mais son regard se perdit. Il ne parle pas facilement. Il est sans papier. Stonewall pourrait le menacer d'expulsion. J'ai représenté des gens comme lui. Ils craignent le système plus que la mort. Julien l'observa, le poids de ses mots s'imprégnant. Olivia ne se contentait pas de lire les dossiers. Elle comprenait les personnes qui les soutenaient. Et pour la première fois de sa carrière, Julien réalisa qu'il pensait rarement à des gens comme Moral. Il se battait pour des contrats, de l'argent, du prestige. Olivia se battait pour l'invisible. Vous êtes incroyablement doué pour ça, dit-il sans cacher son admiration. L'aide juridictionnelle perdait une étoile en vous relâchant. Olivia cessa d'écrire, son regard instantanément plus froid. Ne me flatte pas, Cross. Je ne suis pas là pour les éloges. Je suis là parce que les gens comme Moral ne méritent pas d'être écrasés. Julien hocha la tête, réalisant qu'il avait dépassé les bornes. Il changea de sujet. Des nouvelles d'Eosin ? Elle sortit une petite clé USB de son sac et la brancha sur son ordinateur portable. Mon ami Ana Torres, spécialiste de l'environnement, m'a envoyé ça ce matin. Des documents internes d'Eosint, divulgués par un employé mécontent. Il répertorie des réunions secrètes entre la direction d'Eosin et un avocat de Cross et Barrett en 2021, juste après ma condamnation. Julien fronça les sourcils et ouvrit le dossier. Une liste de réunions apparut et le nom de David Harper apparut 3 fois. Une note manuscrite numérisée se détacha. Harper demandait une augmentation du paiement pour que le rapport sur la dioxine reste enterré. Julien sentit son pouce accélérer. Ce n'était pas seulement la preuve que David avait été impliqué dans un coup monté pour Olivia. Il avait continué à étouffer l'affaire même après son incarcération. Où Anna a-t-elle trouvé ça ? Demanda Julien, tendu. Une voix s'insinua dans sa voix. D'un ancien ingénieur en économie. Il travaille maintenant pour l'EPA, répondit Olivia. Il veut tout dire, mais craint des représailles. Anna le convainquit de le lui remettre anonymement. Julien hocha la tête, mais une tempête se préparait. David n'était pas seulement un avocat cupide. C'était quelqu'un prêt à détruire des vies pour protéger ses clients et lui-même. Et maintenant qu'Olivia creusait, elle risquait d'être à nouveau en danger. Cet après-midi-là, Julien et Olivia rencontrèrent Marcus Lee, un hacker qui avait travaillé pour Triton Solutions dans un bar sombre de Brooklyn. Marcus, un homme maigre aux cheveux teints en bleu, était assis dans un coin, une bière à la main. « Je ne veux pas d'ennui », dit-il dès qu'ils s'assirent. Titon est parti. « Je suis hors jeu, on n'est pas là pour semer le trouble », dit Julien en glissant une enveloppe contenant $2000 sur la table. « On a juste besoin d'informations. » En 2020, Triton a modifié un rapport scientifique pour l'éosine. Qui t'a embauché ? Marcus jeta un coup d'œil à l'enveloppe, puis regarda Olivia. Une lueur de reconnaissance traversa ses yeux. C'est toi qui as été condamné, n'est-ce pas, Reed ? Olivia hocha la tête d'un air déterminé. Dis-nous,
Marcus, qui est derrière tout ça? Marcus expira, la voix basse. Je n'ai pas fait le boulot moi-même, mais j'ai entendu des choses. Un type de Cross et Barrett Harper. Il a payé mon patron $50 000 pour modifier le rapport sur la dioxine. Ils ont utilisé un serveur de Jersey City pour brouiller les pistes. Mon patron a dit que c'était le boulot le plus facile qu'on ait jamais eu. Julian serra le poing sous la table. Elle a tout perdu à cause de ça, dit-il d'une voix basse et sèche. Y a-t-il autre chose? Marcus haussa les épaules. Juste que Harper ne travaillait pas seul. Un type d'Eco-Synth était aussi impliqué. Kesley, leur directeur d'exploitation, signa le paiement. Olivia nota le nom, la main légèrement tremblante. Julian le vit. Ce n'était pas seulement une question de justice. C'était ainsi qu'elle se reconquérait. Il posa doucement une main sur son épaule. On retrouvera Kesley, dit-il, et il devra en répondre. Ce soir-là, Julian emmena Olivia dans un petit restaurant italien de West Village, espérant lui offrir un rare moment de calme. La douce lueur des bougies et le parfum de l'origan créèrent une bulle de chaleur. Autour de carbonara et de Chianti, Olivia se détendit enfin un peu. « Tu n'as jamais parlé de ta famille » dit Julian en lui versant un verre de vin. « Où sont-ils » Olivia fixa son verre d'une voix distante. « Ma mère est morte quand j'avais 20 ans. Un cancer du poumon. Elle travaillait dans une usine textile près de Millbridge. Elle respirait les vapeurs d'usine comme l'éosinte. Mon père est parti quand j'étais enfant. Il n'y avait qu'elle et moi. Elle m'a appris que la justice ne vient pas, elle se gagne. » Julian resta assis en silence, percevant le gouffre qui les séparait. Il avait grandi dans une demeure de Greenwich, élevé par des parents milliardaires. Il n'avait jamais connu une perte comme la sienne. « Je suis désolé, » dit-il d'une voix pâteuse. « Je n'avais jamais pensé à des gens comme ta mère quand je prenais des cas comme éosinte. » Olivia haussa les épaules, mais son regard s'adoucit. « Tu n'es pas la seule. Les systèmes sont conçus pour protéger les gens comme éosinte, pas les gens comme ma mère. C'est pour ça que je suis devenu avocat et pourquoi je ne peux pas m'arrêter, même si Harper ou quelqu'un d'autre veut me faire taire. » Julian leva son verre et toucha doucement le sien. « À la justice, il dit, et à toi, Olivia. Tu mérites de tout reprendre. » Elle esquissa un petit sourire sincère. « Fais juste ta part, Cross. Je n'ai pas besoin de promesses. » Lorsqu'ils quittèrent le restaurant, la ville était baignée de lumière, mais Julian sentit un frisson dans l'air. Olivia marchait à ses côtés, son fin manteau ne résistant pas au vent. C'était un génie enfoui, déterré, mais toujours vulnérable face à des hommes comme David. Julian sortit son téléphone et envoya un texto à Claire. « Vérifie tous les antécédents de Kesley, directeur des opérations d'Eosin. » Tout. Puis il se tourna vers Olivia. « Tu devrais rester en sécurité ce soir. J'ai un appartement à Midtown. Sécurité 24h24 et 7/7. Juste en attendant qu'on sache ce que David prépare. » Olivia secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de la protection de Cross. J'ai survécu à pire. » Mais juste au moment où ils passaient une ruelle étroite, une voiture noire passa furtivement, les phares braqués sur eux. Julian attrapa la main d'Olivia et l'entraîna dans l'ombre. « Ne discute pas, » murmura-t-il. « Juste cette fois, fais-moi confiance. » Elle hocha la tête, le regard alerte. Et à cet instant, Julian comprit qu'il ne protégeait pas seulement un collègue. Il protégeait la seule femme qui pouvait tout changer pour lui, pour l'affaire et pour la justice qu'il croyait autrefois comprendre. La pluie frappait la fenêtre du bureau du 30e étage tel un métronome sombre, toile de fond parfaite pour la tension qui emplissait l'air. Julian Cross se tenait devant le tableau blanc, encerclant le nom de Kesley Eco-Synth d'un regard froid et précis. Olivia Reed, assise à son bureau, feuilletait les derniers documents d'Anora, ses doigts se déplaçant avec la concentration d'une avocate se préparant au procès de sa vie. Il était 1h du matin, mais ni l'un ni l'autre n'avait l'intention de s'arrêter. Chaque nouvelle piste s'accompagnait de la sensation glaçante d'être observé. Julian venait de recevoir un email de Marcus Lee, le hacker de Brooklyn. Marcus confirma que Kesley, le directeur opérationnel d'Eosynth, avait personnellement contacté Triton Solutions pour gérer le rapport sur la dioxine en 2020, mais Marcus refusa de le revoir. Son message était bref et définitif. Trop dangereux. Ne me recontactez plus. Julian comprenait que si David Harper avait accepté de couper ses freins,
quelqu'un comme Marcus serait devenu superflu. « Tu as trouvé quelque chose dans les dossiers d'Anna ?» demanda Julien en se tournant vers Olivia. Elle lui tendit une feuille de papier, une copie numérisée d'un mémo interne des coins. 15 avril 2021, dit-elle fermement. Kesley et Harper se rencontrèrent pour discuter de la nécessité de s'assurer que le rapport sur la dioxine ne refait jamais surface. Il est question d'un paiement de 1,2 million de dollars acheminé par l'intermédiaire d'une société écran aux Bermudes. Anna essaie de retracer le récit du bénéficiaire. Julien a serré le marqueur dans sa main, le sang bouillant. David n'a pas simplement détruit votre carrière. Il a continué à couvrir les crimes des Ozins même après avoir été emprisonné. Il a transformé la justice en une transaction. Olivia a acquiescé, mais ses yeux ont eu plus de douleur que de colère. Equint n'est pas juste une société, elle a murmuré. Les toxines sont destinées aux usines. Désactivé. Claire, son assistante, s'est précipitée dans le couloir au visage pâle. Quelqu'un est entré par effraction dans votre bureau la nuit dernière, a-t-elle chuchoté. Ils ont pris votre disque dur et ont tout échoué. David a déclaré aux partenaires, vous pourriez avoir divulgué des fichiers confidentiels. Une vague de fureur a bondi à travers Julien. David jouait à un jeu sale. Sans hésitation, Julien est entré dans la salle de conférence, ignorant les escaliers méfiants. David était assis à la tête de la table dans un costume gris vierge, portant son sourire suffisant habituel. Julien, dit-il en douceur. Timing parfait. Nous discutions de votre manipulation lâche des fichiers Ozins. Coupez l'acte, David. Julien claqua, la voix comme une lame. Quelqu'un est entré par effraction dans mon bureau. Quelqu'un a falsifié ma voiture. Et nous savons tous les deux que rien de tout cela n'était aléatoire. La pièce se tait. Les partenaires ont échangé des regards incertains, mais David n'a fait qu'un petit rire sec. Tu as l'air fatigué, Julien. Prenez un peu de temps. Nous gérerons et aux d'ici. Julien sortit la mâchoire serrée. David ne le poussait pas seulement hors de l'affaire, il l'effacement. Et s'il était disposé à cibler Julien, alors Olivia était la prochaine. Cet après-midi, Julien a reçu un message anonyme. Arrêtez maintenant ou elle paie le prix. Pas de nom, pas de numéro. Mais Julien pouvait sentir les empreintes digitales de David partout. Il a appelé Olivia immédiatement, le cœur battant la course. Où êtes-vous? Quelqu'un vous a-t-il suivi? Je suis à la maison, répondit-elle, la voix calme mais méfiante. Mon appartement à Harlem. Tout semble normal. N'ouvrez pas la porte à personne. Je viens maintenant. 30 minutes plus tard, Julien est arrivé au Red Brick appartement complexe à Harlem où Olivia vivait. Sa maison était modeste, une unité d'une chambre avec un canapé Threadbare, une étagère remplie de textes juridiques et une photo encadrée de sa mère sur la table. Le doux sourire de la femme reflétait Olivia lorsqu'elle baissa la garde. Julien a remarqué une petite caméra de sécurité nichée dans le coin, étrangement avancée pour quelqu'un dans sa situation financière. Je l'ai installée après la prison, a déclaré Olivia, prenant son regard. J'ai appris à ne faire confiance à personne. Julien lui a montré le message menaçant. David sait que nous croyons. Olivia, vous n'êtes pas en sécurité ici. Elle a traversé ses bras, défiant. Restez plus près, le pentending, les yeux, met une main sur la sécurité. Midon Pantouz, a escanné l'art abstrait moderne et les vues radicales de Central Park. C'est ce que vous appelez chez vous, a-t-elle dit en souriant. Je nettoie des endroits comme ça. Je ne vis pas dedans. Julien gloussa, lui donnant un verre d'eau. Je pensais que tout cela comptait. Maintenant, je sais que c'est juste une façade. Ils se sont assis sur le canapé, les yeux de la lampe d'or pour survivre. Howell a reporté ses propres appels sur des morceaux de papier. Qui avait percé le fait que la victoire était la seule vertu qui comptait. Vous m'avez fait réaliser combien de personnes j'ai ignorées. Des gens aiment votre mère, comme les travailleurs de Stonewall. Les yeux d'Olivia se ramollient. Vous n'avez pas besoin d'être un héros, crois. Tenez-vous simplement sur le côté droit une fois. Lorsqu'elle s'est retirée pour dormir sur le canapé de retrait, Julien s'est assise seul, regardant l'horizon brillant de Manhattan. David Harper était une menace plus dangereuse qu'il ne l'avait jamais imaginée. Mais maintenant, Julien ne se battait pas seulement pour la vérité. Il se battait pour Olivia, la femme qui lui avait fait croire que la justice valait la peine de tout risquer.
Le clair de lune a filtré à travers les fenêtres du Penthouse, jetant des stries en argent à travers les sols de noix. Il était 2 heures, mais Julian Cross et Olivia Reed étaient toujours assises à la table à manger, entourés de café froid et de documents dispersés. Sur l'ordinateur portable de Julian, un nouvel email d'Anna Torres a cligné des yeux. Suivez les 1,2 million de dollars. Le compte des Bermudes conduit à une filiale des Ozins, mais nous avons besoin du contrat initial pour prouver qu'Harper a accepté le pot de vin. Olivia a encerclé une ligne dans le procès-verbal de la réunion des Ozins. Contrat archivé au stockage 17BHQ. Stockage 17B. Julian répétait la voix basse. Si nous trouvons ce contrat, nous pouvons prouver que David a pris un gain pour vous encadrer et enterrer les crimes des Ozins. Olivia hocha la tête, mais ses yeux étaient lourds. Pas seulement par manque de sommeil, mais depuis des années de lutte contre un système conçu pour l'écraser. Julian se leva et lui versa un verre d'eau, le plaçant devant elle. Vous n'avez plus à faire cela seule, Olivia. Je suis là. Elle a pris le verre mais n'a pas bu. J'ai toujours été une seule croix en prison, en cour, en frottant les planchers de votre bâtiment. Je n'ai l'habitude de m'appuyer sur personne. Julian s'est assis en face d'elle, regard stable. J'avais l'habitude de croire que le système était la justice. J'ai porté des costumes coûteux, signé des contrats d'1 million de dollars et je pensais que je faisais bien. Mais ce système vous a abandonné. Il a transformé un futur procureur en concierge. Je ne peux pas défaire le passé. Mais je peux me tenir à côté de toi maintenant. Olivia le regarda et pour la première fois, Julian vit ses yeux briller. Elle se détourna, la voix tremblante. J'avais l'habitude de regarder un miroir en prison et de me dire que je ne briserais pas. Mais chaque jour, je me sentais disparaître. David Harper n'a pas seulement pris ma carrière. Il a pris ma conviction que la justice était réelle. Julian atteignit la table, touchant doucement sa main. Il n'a pas gagné, Olivia. Vous êtes toujours là, vous vous battez toujours, et je ne vous laisserai pas vous battre seul. Elle prit une profonde inspiration, essuyant une larme. Très bien, a-t-elle dit, la voix régulière à nouveau. Nous trouvons ce contrat, mais si David le découvre, il ne viendra pas simplement après vous, il viendra après moi et Anna est également allée aux Ozins. Des questions pour Kesley, au cas où nous avons croisé les chemins. Julian n'a pas été surpris. Penthouse, Olivia examinait des plans de stockage 17B. Il y a 247 surveillances, a-t-elle déclaré. Mais à 3 heures du matin, il n'y a qu'un seul garde pendant le changement de quart de travail. C'est notre fenêtre. Julian hocha la tête juste au moment où son téléphone vibra. La prison, l'humiliation, et l'injustice. Julian a ouvert son père, comment il est devenu avocat pour répondre à des attentes impossibles. Je n'ai jamais pensé que je pouvais m'éloigner de tout cela, a-t-il admis. Mais en travaillant avec vous, je commence à comprendre pourquoi vous ne l'avez jamais fait. Le regard d'Olivia s'adoucit. Vous n'avez pas à vous éloigner de tout, croisez. Tenez-vous juste sur le côté droit. Ils ont cartographié le plan. Julian demanderait un accès juridique à 17B en tant que conseiller juridique des Échos, tandis qu'Olivia se faisait passer pour une aide juridique. Anna surveillerait le système de sécurité à distance en utilisant un programme qu'elle a acquis via un contact à l'EPA. Si tout fonctionnait, il récupérait la preuve du contrat de corruption pour éliminer David une fois pour toutes. Plus tard, alors qu'Olivia dormait dans la chambre d'amis, Julian était assis seul près de la fenêtre, regardant la lueur de Manhattan. Il a pensé aux menaces, aux caméras handicapées, aux lignes de frein coupées. David Harper n'était pas seulement corrompu, il était dangereux. Mais Julian n'était pas non plus l'homme qu'il était autrefois. Il avait trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre. Pas justice, mais Olivia, la femme qui l'avait tiré de son engourdissement confortable et l'a forcé à se rappeler que les erreurs ne définissent pas une vie. Il a décroché son téléphone et a envoyé un texto à Claire. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur le storage 17B et con HQ. Urgent. Puis il jeta un coup d'œil vers le salon où Olivia dormait paisiblement pour la première fois dans les nuits. C'était un génie enterré oublié, rejeté, mais elle l'avait sauvé. Pas seulement d'une voiture de sabotage de lui-même. Le siège social des Échos dans la périphérie de Newark se profile comme un monolithe de béton froid enveloppé dans des clôtures de barbouire et hérissé de caméras de sécurité. À 3 heures du matin sous un ciel sans lune, Julian Cross et Olivia Reed sont sortis d'un SUV loué, se faisant passer pour l'équipe d'audit juridique de Cross et Barrett. Julian portait un costume sur mesure et portait une mallette élégante.
Olivia, dans une casquette de baseball et un manteau gris, a tenu un presse-papier comme tout assistant juridique junior. Leur cœur battait, non seulement du froid hivernal amer, mais de la connaissance que le stockage 17B tenait soit la clé finale de la vérité, soit un piège mortel. De son terminal éloigné, Anator a chuchoté à travers leurs écouteurs. J'ai désactivé les caméras pendant 15 minutes. Le changement de changement vient de se produire. Un seul gardien à la porte ouest. Déplacez-vous maintenant. Julien hocha la tête et dirigea Olivia à travers l'entrée latérale où une serrure électronique clignotante attendait. Olivia, avec des compétences perfectionnées pendant la prison et la survie, a utilisé un petit appareil qu'Anna avait fourni. La serrure a cliqué. Julien a suivi. Confidentiel. Assurez-vous que les rapports scientifiques ne sont pas utilisés dans les futurs litiges. Le pouls de Julien bondit en le lisant. Nous l'avons. Preuve David a vendu la justice. Mais avant qu'il ne puisse se déplacer, la lumière aérienne s'est cassée. Une voix froide résonnait de la porte. Je t'ai dit de partir, Julien. David Harper se tenait là dans un pardessus noir, flanqué d'un grand homme avec un pistolet. Passez le contrat et peut-être qu'elle sort vivante. Olivia saisit la main de Julien, mais son regard était inébranlable. Vous avez perdu, Harper. Anna a envoyé une copie du contrat au FBI avant même de pénétrer à l'intérieur. Ils sont en route. Le petit rire de David était sec, mais ses yeux vacillaient. Vous pensez vraiment que le FBI fera confiance à un criminel condamné? Julien s'avança, protégeant Olivia. Ils feront confiance aux métadonnées de Triton, aux enregistrements de transfert de fils, à la déclaration de Marcus Lee et maintenant ce contrat. C'est fini, David. De l'extérieur, la baleine des sirènes a percé le silence. L'homme avec le pistolet a hésité, recula. David a juré et boulonné, mais le FBI avait déjà entouré le périmètre. En quelques minutes, il était menotté, les yeux brûlants de fureur alors que les agents le conduisaient devant Julien et Olivia. Le lendemain matin, Cross et Barrett se sentaient comme une zone de guerre. Julien a été convoqué dans une salle de conférence remplie de visages pierreux et de jugements silencieux. Vous avez disgracé l'entreprise, a déclaré un partenaire. David Harper fait face à 4 accusations fédérales, fraude, corruption, obstruction de la justice et tentative de meurtre. Pensez-vous honnêtement que nous pouvons vous continuer après cela? Julien se tenait debout, la voix calme. Je n'ai pas déshonoré l'entreprise. J'ai exposé un criminel. Si vous voulez me licencier pour avoir fait la bonne chose, faites-le. Mais je ne m'excuserai pas. Ils l'ont fait. À midi, le titre de Julien a été révoqué, son accès a été révoqué. Ningant. Sarah a renversé les preuves que Julien et Olivia avaient compilées, le contrat de corruption, les métadonnées de Triton, les transactions financières, les témoignages de Marcus et Anna, et un nouveau rapport d'experts montrant les toxines des Ozins. C'est un cas solide, a déclaré Sarah. Nous déposerons pour annuler votre condamnation en 2020. Sur cette base, l'association du barreau pourrait rétablir votre licence en quelques mois. Olivia hocha la tête, mais les émotions gonflèrent en elle. Elle se souvenait des soirées de prison lorsqu'elle a écrit des appels avec un crayon sur du papier de ferraille. Les heures froissent la croix et les soldes Barrett. Les avocats entendant rient des cas dont elle rêvait autrefois de se disputer. Et maintenant, elle était sur le point de récupérer tout cela. Merci, elle a chuchoté hors de Horsley. Mais je ne l'ai pas fait seule. Julien Cross a tout risqué pour m'aider. Sarah sourit. Il ressemble à un genre rare d'homme. Vous avez la chance de l'avoir. Olivia n'a pas répondu, mais en quittant le bureau, elle a envoyé un texto à Julien. Innocence Project a pris l'affaire. Merci, Croix. Rencontrez-moi à Central Park. Malais Indy. Cet après-midi-là, Julien se tenait sous une canopée d'arbres de Central Park, respiratoire visible dans l'air croustillant. Olivia s'approcha dans un manteau en laine, son visage brillant d'un triomphe calme. Il restaure ma licence, a-t-elle déclaré, riche en fierté. Et David sera jugé. Vous l'avez fait, Cross. Nous l'avons fait, Julien a corrigé, souriant. Mais je ne suis plus partenaire de Cross et Barrett. Ils m'ont expulsé ce matin. Elle a froncé les sourcils. Vous avez tout perdu pour cela. Mauvais, mais je ne pense pas que je vous laisse payer pour un café. Canal. Tous. Abonnez-vous à soutenir des histoires originales plus sincères.
Merci de faire partie de la famille des histoires de Soul. Le soleil d'avril a jeté une lueur dorée sur les marches du palais de justice fédéral dans le Lower Manhattan, éclairant les gouttes de pluie s'accrochant toujours au marbre de la bruine de ce matin. À l'intérieur de la salle d'audience 12, le verdict final venait d'être livré, laissant la chambre dans un silence stupéfait. Ecoin a été reconnu coupable dans le recours collectif déposé par les familles de Millbridge. L'entreprise a été condamnée à payer 500 millions de dollars de dommages et intérêts pour la vie que leurs déchets toxiques avaient volés, y compris celle d'Emma Tate, 7 ans, décédée d'une leucémie. La voix du juge Waller a sonné solennelle et claire. Les preuves indéniables de la dissimulation des données de toxicité par l'éosine ainsi que la complicité de certains professionnels du droit ont exposé une injustice beaucoup trop longtemps enterrée sous des formalités administratives et un silence. Julian Cross se tenait à l'arrière de la salle d'audience portant un modeste costume gris, ne portant plus le titre de partenaire à Cross et Barrett. Il regarda les familles de Millbridge s'embrasser, pleurer avec soulagement et victoire douce amère. Une étanchéité dans sa poitrine libérée comme si un poids qu'il avait porté pendant des années avait finalement été levé. Mais ses yeux dérivaient du verdict à la porte où Olivia Reed se tenait, vêtue d'un blazer bleu marine, son regard stable mais teinté d'une douleur silencieuse de bataille longue. Le procès avait duré 3 mois exténuants. Julian et Olivia ont travaillé côte à côte avec l'équipe d'aide juridique. Olivia opérant comme conseillère anonyme tandis que sa licence attendait une restauration. Malgré cela, elle a analysé les documents, rédigé des notes de stratégie et a aidé à encadrer les questions si précisément que même les avocats chevronnés en ont remarqué. Julian, bien que ne soit plus officiellement lié à une entreprise, a exploité chaque once de son sens juridique et de son réseau pour s'assurer que chaque élément de preuve du contrat de corruption de Harper au rapport de dioxine d'origine a été entendu. Aujourd'hui, la justice avait gagné, mais le coup avait été réel. À l'extérieur, les journalistes ont envahi les marches du palais de justice, les caméras clignotant et les microphones destinés aux familles Millbridge. Julian et Olivia se tenaient sous l'ombre d'un vieil orme, le bruit de Manhattan semblait diminuer. La brise portait l'odeur du café de chariot de rue, et Julian s'est retrouvé à se souvenir de leur première conversation à l'extérieur de ce café sur la 7e avenue quand Olivia l'avait regardé avec le feu dans les yeux et refusé d'être ignorée. « Vous l'avez fait, Olivia » a-t-il dit. Sa voix basse mais pleine de chaleur. Ce verdict ce n'est pas seulement pour Emma Tate ou pour les habitants de Millbridge. C'est pour votre mère, pour tout le monde, et Osa a volé un avenir. Olivia le regarda, ses yeux vacillant d'émotion. Nous l'avons fait, corrigea-t-elle, la voix. Si vous n'aviez pas résisté à Harper, si vous n'aviez pas tout risqué, je nettoierais toujours les sols de votre bâtiment. Julian a offert un sourire calme. Je risque autant que toi. J'ai perdu un emploi. Tu as perdu un rêve. Mais tu t'es remis, Olivia. Tu es plus forte que quiconque que j'ai jamais connu. Elle s'est détournée, les yeux se concentraient sur les étapes où les familles donnaient des interviews. Je ne suis pas forte, elle a chuchoté. Il y avait des nuits que je ne pensais pas que je survivais. J'ai écrit des lettres à ma mère en prison, même si je savais que je ne les ai pas lues. Plus près, prenant doucement sa main. Vous avez changé le mien. Olivia le regarda, son expression à la fois douce et féroce. Nous nous sommes tous les deux trompés, Julian. Vous pensiez que la justice était de l'argent. Je pensais que le système protégerait les innocents. Mais cette fois, nous avons bien choisi. Julian serra la main, un pouls de quelque chose de nouveau entre eux. Je ne vous croyais pas quand j'en ai eu la chance, murmura-t-il. Mais je ne te laisse pas partir maintenant. Elle sourit pour de vrai cette fois. Un sourire qui ne contenait aucun sarcasme, pas de garde. Ne devancez pas vous-même, croisez, taquina-t-elle. Je ne vous ai toujours pas pardonné pour ce terrible Capuccino lors de notre première réunion. Ils riaient tous les deux, et à ce moment-là, sous la lumière du soleil et les feuilles bruissantes, la ville semblait s'arrêter. Le combat n'était pas terminé. David Harper attendait toujours le procès et le verdict d'Eosin pourrait faire face à des appels, mais pour la première fois, Julian n'a ressenti aucune crainte de ce qui est venu ensuite. Il avait Olivia à côté de lui, non seulement en tant que collègue, mais comme la femme qu'il avait tirée de l'ombre de sa vieille vie et dans la lumière de quelque chose de réel. Ce soir-là, Julian et Olivia étaient assis dans un bar confortable, niché à Greenwich Village. La lumière jaune chaude clignote contre la brique exposée. Un trio de jazz a joué du saxophone doux, remplissant la pièce d'une sorte de pièce qu'ils n'avaient pas connue depuis des années. Ils ont teint leur verre de vin rouge. À Millbridge, a déclaré Julian. À la vérité, ajouta Olivia, ses yeux brillants.
Elle lui a dit ses prochaines étapes, comment une fois sa licence officiellement restaurée, elle prévoyait d'ouvrir un petit cabinet juridique dédié à la défense des travailleurs sous-représentés et des victimes de la maltraitance des entreprises. Julien a partagé sa vision de démarrer une fondation d'aide juridique nommée d'après la mère d'Olivia. Elle mérite d'être rappelée, a-t-il dit. Olivia hocha la tête, les yeux éloignés de la mémoire. Je pensais que la justice était une destination, a-t-elle dit. Mais maintenant je sais que c'est un voyage, et je suis content que vous en aimiez une partie avec moi. Julien se pencha, son cœur battant. Je veux tout marcher avec vous, Olivia. Pas parce que je suis courageuse, mais parce que tu me donnes envie d'être mieux. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a pris une gorgée de son vin, réfléchit, mais la douce courbe de ses lèvres a dit assez. Elle a souri, calme et certain. Ils étaient assis là, deux personnes ne sont plus définies par ce qu'ils avaient perdu, mais par ce qu'ils avaient choisi de se battre. Et bien que demain puisse apporter de nouveaux battements, ce soir. De l'hôtel Plaza à Manhattan a brillé avec des lustres en cristal, leur lumière reflétant des lunettes de champagne et des robes scintillantes. Grandeur ou luxe? Tamisé. Julian Cross était assis dans la première rangée vêtu d'un smoking noir. Il n'était plus le puissant milliardaire de Cross et Barrett, mais il ne s'était jamais senti plus fier. Il a regardé Olivia, la femme qui lui a sauvé la vie dans un garage souterrain, qui avait l'habitude de nettoyer les étages de son bâtiment et qui était maintenant un phare d'espoir pour des centaines dans la pièce. 6 mois se sont écoulés depuis la décision de Léozinte. À cette époque, Olivia avait retrouvé son permis pour pratiquer le droit, ouvert un modeste bureau à Brooklyn et cofondé la fondation avec Julien pour soutenir les personnes abandonnées par le système juridique. Pour lui, ce n'était pas seulement une collecte de fonds. C'était la preuve que la justice, bien que retardée, pouvait encore l'emporter. Olivia prit une profonde inspiration et sa voix a sonné claire et résolue. J'avais l'habitude de nettoyer les étages du même bâtiment où je me tenais une fois pour argumenter devant le tribunal, a-t-elle commencé. La pièce se tait. J'ai été étiqueté comme un menteur. J'ai perdu mon rêve de devenir avocat. Il y avait des nuits que je ne pensais pas que je me remonterais jamais. Mais la vérité ne peut pas rester enterrée si nous refusons de l'abandonner. Elle fit une pause, ses yeux balayant la pièce avant de m'installer brièvement sur Julien. Je n'ai pas fait cela seul. Les familles de Millbridge se sont battues pour leurs enfants. Des amis comme Anna Torres ont risqué tout pour découvrir la vérité. C'est un homme, une fois mon adversaire, a choisi de se tenir debout. Julien a senti sa poitrine se resserrer, non pas de la fierté, mais de la connaissance d'Olivia parlant pour tous. L'horizon brillant de Manhattan. Discours, a déclaré Julien en s'approchant. Vous avez donné envie à toute la pièce de se lever et de vous battre. Olivia se tourna vers lui, souriant légèrement. Je n'ai dit que la vérité, crois. Et cette fois, personne ne pouvait m'accuser de contrefaçon. Il se tenait à côté d'elle, épaule-épaule, tous deux regardant la ville. Tu sais, il a dit doucement, je pensais que j'avais tout, de l'argent, du pouvoir, du prestige. Mais quand tu m'as crié dessus dans ce garage, tu ne m'as pas juste sauvé de cette voiture. Tu m'as sauvé de moi-même. Olivia la regardait, ses yeux doux mais stables. Olivia. Non pas parce que je suis fort, mais parce que tu me donnes envie d'être meilleur chaque jour. Elle sourit pour la première fois sans mur. Tu es sûr, crois? Je suis un avocat fauché de Brooklyn. Je ne suis pas exactement facile de vivre avec. Il gloussa, la rapprochant un peu plus. Je suis sûr, et je parie que vous gagnerez tous les arguments que nous avons jamais. Il se tenait là au milieu de la musique douce et de la lumière dorée, sachant que l'avenir ne serait pas facile. David Harper avait plaidé coupable dans un accord avec les procureurs et a été condamné à 12 ans de prison pour la fraude, à des obstacles, et à leur justice, et à la tentative de justice, et à une tentative de meurtre. Était le début d'un long combat. L'a fait. Merci, a-t-il répondu, pour m'avoir donné une chance de faire les choses correctement. Il se tenait la main alors qu'il marchait avenue, les lumières de la ville illuminant le chemin à venir. Olivia Reed, autrefois concierge, était maintenant une flamme de justice. Julian Cross, autrefois un milliardaire, était maintenant l'homme qu'elle avait choisi non pas pour son pouvoir, mais pour son courage à changer. Et quelque part à la lumière de Manhattan, leur message résonnait, ne montez pas dans la voiture. Ne restez pas silencieuse. Et ne croyez jamais qu'une personne qui avait autrefois tort ne peut pas être à nouveau correcte.